Bien, merci d'être venu à ce séminaire. Donc le cycle séminaire Ad Systemix continue. On a la chance aujourd'hui d'accueillir Grégoire Allaire. Grégoire Allaire est professeur à l'école polytechnique, donc voisin juste à côté, professeur au CEMAP, dont il dirige une équipe sur l'optimisation topologique. Je pense que Grégoire expliquera pas mal de son parcours, enfin en tout cas de ses travaux récents. Il a après des études à Paris 6 de mémoire, et il a fait un première partie de parcours à l'université Paris 6, je crois, un professeur là-bas. Au CEA d'abord, CEA puis Paris 6. Il a eu beaucoup de prix sur beaucoup de sujets, et en particulier des sujets sur les mathématiques appliquées. Et puis ensuite, il a rejoint Polytechnique, où il a occupé ce poste de professeur, et qui rayonne beaucoup autour de ces problématiques d'optimisation topologique. Et je vais le laisser présenter ce travail qu'il a engagé. Il a plusieurs pistes. On a une action déjà en commun, et voilà, top projet, voilà. Et donc il va vous parler de ça. Puis on a de ses anciens élèves aussi qui sont parmi nous. Je lui passe la parole pour cette heure de présentation de ses travaux. Merci beaucoup, Grégoire. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci beaucoup à vous tous d'être ici. Oui, je vais vous présenter donc des travaux qui sont faits en partie... Alors en fait, non. Ceux que je vais vous présenter ne sont pas vraiment faits en partie dans le projet TOP, parce que le projet TOP, c'était un projet d'optimisation topologique, mais il n'y a pas vraiment de fabrication additive dedans. Ceci dit, ça réutilise beaucoup des outils que je vais présenter aujourd'hui. Et par contre, c'est plus directement financé par deux projets. Le projet Social, ils ont un superbe logo, là, qui est financé par la Banque publique d'investissement avec un certain nombre de partenaires industriels. Donc, je vois certains représentants ici, Safran pour ne pas les nommer, ESI, éditeur de logiciels, et puis Adobe, une filiale de Michelin. Et puis la DGA, Direction Générale d'Armement, qui finance le postdoc de Lucas Jacobsin. Et Sofia finance le postdoc de Benjamin Bogossel, mais vous verrez qu'il y a des contributions d'autres personnes, mais enfin disons là c'est les deux personnes principales avec qui je travaille sur ce sujet de l'optimisation topologique, prenant en compte des contraintes venant de la fabrication additive. Donc voilà le plan. Je vais vous expliquer d'abord crash course. Il y a peut-être des gens beaucoup plus experts que moi sur la fabrication additive. Qu'est-ce que j'entends par fabrication additive ici? Ce sera la fabrication additive métallique sur lit de poudre. Je vais ensuite vous parler très brièvement de la méthode des lignes de niveau pour l'optimisation géométrique et topologique de forme. Et puis, on verra ensemble trois problèmes typiques liés à la fabrication additive. Le problème des porte-à-faux, overhang en anglais, le problème des contraintes thermiques résiduelles et celui des supports qu'on utilise justement pour supporter les pièces que l'on fabrique pour éviter les deux premiers inconvénients. Alors, ce qui m'amuse beaucoup dans ce travail, c'est qu'en fait, c'est entièrement vierge. Il y a énormément de place pour la modélisation. C'est nouveau, les modèles ne sont pas encore inscrits dans le marbre. Hein. Quand vous faites de la mécanique des fluides, il y a Navier-Stokes, Euler, et vous ne pouvez pas tellement en sortir. Là, ici, tout est à faire, donc c'est très intéressant pour un mathématicien. Alors je commence par quelques mots sur la fabrication additive, dont je ne suis pas un spécialiste. Hein. Donc c'est des procédés de fabrication qui peuvent être pour certains très anciens, mais qui sont très nouveaux dans leur développement important, qui consistent à, si vous avez une pièce mécanique à gauche, eh bien, à la construire couche par couche, hein, en construisant d'abord une première couche, puis une deuxième, puis une troisième, et ainsi de suite, et vous les empilez les unes sur les autres. Alors, il y a plusieurs façons de le faire, et ce dont je vais vous parler ici, c'est de la fabrication additive métallique sur lit de poudre. Ce lit de poudre métallique est fusionné par un faisceau qui est soit un faisceau laser, soit un faisceau d'électrons, soit maintenant il y a des sources mixtes, mais bon, je ne rentre pas plus dans les détails. Donc voilà une machine un type de machine en principe. Vous avez ici une plateforme qui va au fur et à mesure s'abaisser, d'accord. Ce que vous voyez sur cette plateforme, c'est un mélange de poudre et de parties métalliques. Quand vous avez abaissé d'une couche qui fait de l'ordre de quelques dizaines à une centaine de
nanomètres, de microns, je ne me souviens plus des ordres de grandeur. Vous voyez, je suis un vrai mathématicien, les ordres de grandeur, je ne connais pas. Quand vous avez descendu ça, vous remettez une couche de poudre avec un rouleau ou bien un racleur. Là, ici, c'est un rouleau donc qui prend de la poudre et qui vous en met une nouvelle couche. Et ensuite, vous avez ici une tête qui vient fusionner la partie de poudre que vous voulez transformer en métal solide une fois que ça aura refroidi. Et là où vous ne passez pas ce laser ou ce faisceau d'électrons, ça reste de la poudre. Vous descendez d'un cran et vous refaites une nouvelle couche. Et quand vous faites ça, voilà, ça c'est une image piquée sur Internet où on voit bien la partie qui a fusionné et qui s'est déjà resolidifiée, puis la poudre qui est grise. Et puis à la fin, vous enlevez la poudre. Alors ça c'est vraiment une image d'Épinal parce que beaucoup de procédés maintenant font que la poudre est pré-fritée, pré-solide, et donc vous ne les enlevez pas avec un pinceau comme ça. Enfin, disons, conceptuellement, c'est ça l'idée. Vous enlevez la poudre et vous avez votre pièce qui apparaît et qui a été construite couche par couche. Alors quel est l'intérêt de ça? C'est que ça vous permet de faire des structures avec des formes ou des topologies extrêmement complexes que vous ne pourriez pas faire avec des techniques classiques, par exemple des techniques de moulage, parce que quand vous moulez une pièce, en général, vous ne voulez pas en mouler une seule, sauf si vous êtes un artiste, un sculpteur qui fait un bronze et qui peut casser le moule derrière, mais en général, vous ne voulez pas casser le moule. Donc quand vous enlevez le moule, il faut que la pièce et le moule ne se cassent pas. Donc ça vous donne des contraintes topologiques que je ne vais pas préciser ici. Mais là, vous n'avez pas ce problème-là avec ce procédé, puisqu'il suffit juste d'enlever la poudre. Voilà. Alors, c'est miraculeux, tout le monde se lance là-dedans, c'est merveilleux, mais il y a des problèmes quand même. Et donc, des problèmes, en voilà des exemples. C'est des différents spécimens qui ont été construits avec la même machine, mais avec différents réglages de paramètres entre la vitesse de déplacement du faisceau, la taille des couches, la puissance, enfin bref, je ne sais pas. Mais vous voyez que certains spécimens ont la délamination, des fissures entre les couches qui apparaissent et qui sont dues en fait en partie au fait que quand vous chauffez pour faire fondre la poudre, c'est extrêmement chaud. Il y a des contraintes thermiques résiduelles qui restent et puis à un moment, ces contraintes thermiques se relâchent et ça peut faire ces problèmes de délamination ici. Un autre exemple, c'est là, ce n'est pas des contraintes thermiques, c'est que si vous voulez fabriquer cette pièce où vous aviez une zone qui aurait dû être horizontale, les contraintes thermiques, là, ça ne fait pas casser, par contre, ça déforme la pièce. Voilà. Alors, une possibilité, c'est de mettre des supports. Donc, vous voyez ici, c'est la même pièce, mais on a rajouté des sortes de lamelles de matière. Là, c'est un peu plus aéré en dessous, c'est un peu plus dense ici. Mais évidemment, ces supports, il faut les enlever. Donc, vous voyez, là, on les a enlevés ici. C'est compliqué d'enlever les supports. Donc, de temps en temps, on voudrait éviter ou bien soit éviter complètement de mettre des supports, soit mettre des supports juste ce qu'il faut pour que ça tienne la pièce et qu'elle soit effectivement bien horizontale ici, contrairement à la déformation là, mais que ça soit facile à enlever parce qu'il n'y a pas trop de supports. Ça, c'est des choses qui sont liées un peu aux déformations thermiques. Un autre problème, c'est le problème du porte-à-faux. Alors ça, c'est un de mes anciens co-auteurs, Alexis Faure, qui a passé sa thèse il y a 1 an maintenant à Grenoble, et qui a fabriqué ça avec sa machine plastique. Et donc, vous voyez, ça, c'est l'horizontale, c'est à couche par couche. Et puis, de plus en plus, ça se penche. Et quand c'est un peu trop penché, vous voyez l'état de surface qui est très mauvais. Oui, c'est normal parce que la nouvelle couche, elle repose sur rien. Là, c'est des machines plastiques, donc ce n'est pas exactement des problèmes avec des lits de poudre. Mais n'empêche qu'il y a le même problème, c'est que la nouvelle couche, elle dépasse un peu de la précédente, et elle tombe un peu. Donc vous voyez, ça fait un état de surface qui n'est pas très très beau. Donc on construit mal les choses qui sont proches de l'horizontale. Voilà. Un autre exemple, ça c'était mon ancien doctorant Georgios Michailidis qui avait encadré un projet à l'École Polytechnique. Ça, c'est la forme d'un pont optimal, bon, croyez-moi. Vous voyez le tablier ici, bon, les renforcements, très bien, c'est super joli. Puis vous voyez que là, en dessous, c'était une machine plastique à fil. Les fils, ils tombent un peu, c'est normal, il n'y avait rien pour les soutenir en dessous. Donc, tous les trucs horizontaux, on a du mal à les construire. Ça, quand vous faites ça, c'est pas terrible. Alors ça va bien si c'est pour faire une photo et encore. Mais voilà, il y a un problème pour construire les parties horizontales qui ne reposent sur rien. Bon, donc voilà le crash course sur la fabrication additive. Je n'en dirai pas plus parce que j'en sais guère plus en fait. Et je voulais juste ici vous montrer 2 transparents que m'ont aimablement communiqué des collègues, l'un chez Renault et l'autre chez Airbus ex-EADS, pour vous montrer simplement que l'optimisation topologique, ça existe depuis en fait déjà de nombreuses années et c'est utilisé dans l'industrie. Donc là, c'est un haillon arrière et c'était dans les 2 cas, je crois, le logiciel OptiStruct, le logiciel du commerce qui est dominant dans ce secteur, qui avait été utilisé. Le design classique qui avait été trouvé
les concepteurs ne satisfaisaient pas le cahier des charges entre les contraintes de rigidité et le poids que l'on demandait, et une optimisation topologique leur a permis de trouver un design nouveau, original. Et puis ça, c'est un exemple célèbre, c'est le renfort dans l'aile de l'A380. Vous voyez, cette partie sert à maintenir la voilure de cette aile, et c'est un des premiers exemples d'une pièce massive qui a été optimisée topologiquement chez Airbus. Voilà, donc ça existe et ça fonctionne. Alors, il y a pas mal de logiciels commerciaux, donc j'ai cité OptiStruct, je peux dire que nous on travaille avec ESI qui développe un logiciel sur une technique un peu différente, mais il reste toujours un certain nombre de choses qui ne sont pas bien traitées par ce logiciel encore, et c'est les questions de manufacturabilité, de constructabilité, et donc aujourd'hui je vais vous parler de manufacturabilité liée à la fabrication additive. Voilà. Alors, quelques notations pour vous rappeler brièvement le contexte de l'optimisation de formes géométriques. Mes formes, je vais les appeler oméga. Oméga, c'est la notation usuelle pour un domaine en mathématiques. Et donc, quand vous optimisez, vous choisissez une fonction objectif, J. Je vous en donne les exemples abstraits en dessous, mais je vous donnerai des exemples concrets dans 2 secondes, dans un ensemble admissible, je vous préciserai ce que c'est, et en général, il y a des contraintes dans l'optimisation. Et donc la difficulté du problème, c'est qu'à la fois la fonction objectif et les contraintes ne se calculent pas directement en fonction de la forme, mais indirectement en fonction de la solution d'un modèle qui est posé dans le domaine. Donc U de oméga, c'est la solution d'une EDP, d'une équation, d'un modèle, typiquement les équations de la mécanique. Et donc ça dépend de manière assez indirecte de la forme oméga. Là, vous voyez que c'est une intégrale sur le domaine, donc vous voyez, là, ça dépend explicitement du domaine, d'accord. Oui, mais la solution, elle dépend du domaine aussi. Ça, c'est très, très implicite. Donc ça rend le problème compliqué, intéressant. Alors voilà l'exemple modèle classique dit de la console optimale. Vous supposez que c'est accroché à gauche, gamma D, D pour Dirichlet, donc c'est un encastrement à gauche. À droite, gamma N, N pour Neumann, c'est là où vous appliquez des efforts, par exemple une force verticale. Et la partie pointillée que j'appelle gamma, c'est la frontière libre, donc il n'y a pas d'effort appliqué, et c'est celle que j'optimise. D'accord ? Voilà. Et donc typiquement, un ensemble de formes admissibles classiques, c'est que vous vous donnez une boîte de calcul, vous dites mes formes elles ne doivent pas sortir de là, donc à la fois pour des raisons de calcul mais à la fois des raisons technologiques, vos formes elles ne doivent pas aller n'importe où. Vous dites que là où vous s'accrochez, là où vous appliquez les efforts, par exemple, ça c'est pas sujet à l'optimisation, donc toutes les formes doivent contenir la partie où c'est accroché, la partie où on applique les efforts. On pourrait ne pas faire ça, mais faisons-le. Et puis en général, on met une contrainte de volume, et dans ce cas-là, ce qu'on va optimiser, c'est les performances mécaniques, mais vous pouvez faire l'inverse, mettre une contrainte sur les performances mécaniques et optimiser le volume ou le poids. Les deux sont possibles. Voilà, alors le modèle typique, et c'est celui que je vais regarder principalement dans tout ce qui suit, c'est les équations de l'élasticité linéarisée. Donc l'inconnu U, c'est le déplacement de votre structure, donc c'est un vecteur. Okay. J'ai écrit ici les équations d'équilibre en supposant qu'il n'y a pas de force volumique. Je vous montrerai des exemples où il y a des forces volumiques, et en supposant qu'il y a juste des efforts surfaciques, comme sur mon dessin tout à l'heure. Et puis, quand vous êtes accroché, vous avez toutes les composantes du vecteur de déplacement qui sont nulles. Les notations usuelles, E de U, c'est le tenseur des déformations. Sigma, c'est le tenseur des contraintes. Et un exemple typique de fonction objectif, c'est de minimiser le travail des forces extérieures, ce qu'on appelle la compliance, qui est une mesure globale de la rigidité. Plus c'est petit, plus c'est rigide. D'accord ? Donc si vous minimisez ça, vous cherchez à avoir le déplacement le plus petit sous les efforts G, donc la structure la plus rigide. Voilà. Donc ça c'est le problème typique, minimiser la compliance avec une contrainte de volume et puis les contraintes sur certains des morceaux du bord qui ne bougent pas. Alors en 2 mots, il y a c'est des problèmes étudiés depuis très longtemps. Il y a grosso modo 2 grandes classes de méthodes. Enfin il y en a plusieurs, mais disons d'un point de vue applicatif, il y a 2 grandes classes de méthodes. Il y a la méthode à base de densité de matériaux, dont je ne vais pas du tout parler aujourd'hui, bien qu'elles peuvent revenir au goût du jour à cause de la fabrication additive aussi. Et puis ensuite les méthodes dites de ligne de niveau. Alors la méthode des lignes de niveau a été introduite par Roscher et Sétian pour d'autres problèmes, et c'est utilisé dans plein de problèmes d'ingénierie, en mécanique des fluides, en traitement d'images, en chimie combustion, enfin bref, dans plein d'endroits, et ici on l'utilise pour représenter le bord d'une structure. Donc en fait ce que je vous ai dessiné ici, c'est une image 3D de la fonction ligne de niveau pour une structure 2D.
En fait, la fonction ligne de niveau a une dimension de plus que la structure. Pour une structure plane, ça vous fait une image 3D. Pour une structure 3D, ça vous ferait une image 4D. Alors là, je n'ai pas d'image 4D, désolé. Mais vous voyez que la définition de cette fonction, c'est qu'elle va être nulle sur les bords de la forme, négative à l'intérieur et positive à l'extérieur. Donc sur ce dessin, la partie positive, c'est du gris clair, la partie négative, c'est du gris foncé. Et vous voyez donc que cette fonction 3D, avec une élévation pour dire si c'est positif ou négatif, eh ben, sa ligne de niveau 0 apparaît clairement et ça vous dessine les bords d'une forme qui est un des candidats pour être la console optimale du problème que je viens de vous présenter. Donc c'est la ligne de niveau 0 vous dessine une forme dans le plan, mais vous avez une fonction 3D. Donc vous rajoutez une dimension, ce qui paraît être compliquer le problème, sauf que l'avantage de ça, c'est que le mouvement du bord, si vous avez le bord de votre forme qui dépend d'un pseudo-temps t, qui ici serait mon paramètre d'optimisation, je bougerai ma forme pour l'optimiser, eh bien, si vous bougez ce bord-là, avec une vitesse normale grand V, donc un scalaire, je vous rappelle que si vous bougez avec une vitesse tangentielle, ça ne bouge pas en fait. La vitesse tangentielle, c'est juste le bord qui bouge sur lui-même, donc vous ne voyez pas la forme bouger. Donc la seule chose qui compte, c'est la vitesse normale. Eh bien, bouger cette forme avec la vitesse normale, c'est la même chose que résoudre cette équation dite d'Hamilton-Jacobi, qui est une équation pour la fonction psi qui est définie partout, qui n'est pas définie uniquement sur le bord, mais partout. Et ça, c'est une équation qui peut, si vous ne la connaissez pas, vous paraître bizarre, mais qui est très, 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 très classique, parce qu'elle a plein d'autres applications, et pour lesquelles Sher et Setian avaient développé des schémas numériques de très bonne qualité. Et alors, juste pour la petite histoire, d'un point de vue mathématique, l'intérêt, c'est qu'il y a des solutions globales de ça, donc ça veut dire que ça gère les changements de topologie. Donc je vais vous montrer des films ce que ça veut dire, je ne rentre pas dans les détails, mais un des avantages, c'est que tous les problèmes de changement de topologie vont être gérés automatiquement avec cette équation-là. Alors, bouger une forme avec une vitesse v, ça veut dire quoi dans mon contexte? Mon contexte, c'est de l'optimisation. Donc en fait, vous savez, il y a des algorithmes de gradient en optimisation pour minimiser une fonction objective. Donc il faut que je calcule un gradient et ma vitesse, ça va être le gradient par rapport à la forme. Alors calculer un gradient par rapport à la forme, ça remonte à des très anciens travaux du début du XXe siècle d'Adamar. Et l'idée d'Adamar, c'est de dire si vous vous donnez un domaine de référence, vous allez regarder des variations des formes qui sont paramétrées par un champ de vecteurs θ. Okay, et l'idée, c'est comme en élasté linéarisé, c'est dire qu'à partir de la forme de référence oméga 0, vous prenez un point x et vous le déplacez en x plus θ de x. Donc θ de x, c'est un champ de déplacement. Et donc ça vous définit une nouvelle forme qui dépend du champ de θ. Et bien, dérivé par rapport à la forme, ça sera dérivé par rapport au champ de vecteur θ. Et là, on rentre dans des maths tout à fait classiques. Donc c'est une façon de paramétrer les formes, c'est une façon de dériver. Il y en aurait d'autres éventuellement. Mais simplement, voilà, ça vous donne une jolie définition de ce que c'est qu'une dérivée. Ensuite, on sait les calculer, il y a toute une technologie. Et c'est juste, pour vous dire un mot, c'est qu'il y a un théorème dit de structure, c'est que quelle que soit la fonction que vous dérivez par rapport à ce champ de vecteur θ, quand vous calculez la dérivée dans la direction d'un champ de vecteur θ, ça s'écrit toujours de la même manière, c'est-à-dire que c'est une intégrale sur le bord. Il n'y a que la composante normale du champ de vecteur qui joue. N, c'est le vecteur normal, donc θ scalaire n, c'est la composante normale de ce champ de vecteur. Et puis ensuite, il y a un poids, il y a une intégrande, petit j, qui, elle, dépend de ce que vous avez choisi comme fonction optimisée. Mais grosso modo, ce que ça vous dit, c'est que si votre champ de vecteur θ il est à l'intérieur du domaine et qu'il ne voit pas le bord, ça ne change pas la forme, bien évidemment. Et par contre, s'il est tangentiel sur le bord, le vecteur tangentiel fois la normale, ça va faire 0. Donc là aussi, ça ne change pas la forme. Donc on retrouve des choses relativement évidentes. Mais ensuite, sachez qu'il y a toute une technologie dont je ne vais rien dire qui vous permet de calculer ce genre de dérivée en permanence. Et donc, si vous voulez minimiser, vous cherchez une direction de descente qui fasse que cette dérivée directionnelle soit négative. Et donc, quel est le choix du vecteur θ qui assure que ça c'est négatif? Un choix évident, c'est de prendre θ qui vaut moins la normale fois ce scalaire j ici. Donc c'est ce que j'ai écrit ici, pour être certain d'avoir une vitesse normale, eh bien vous prenez v qui est θ scalaire n, qui vaut moins j, vous mettez ça là-dedans, ça vous fait une dérivée négative pour sûr. Donc c'est comme ça qu'on calcule une dérivée, et que cette dérivée sert à vous donner une vitesse pour revenir à cette équation que vous résolvez, et ça bouge votre forme. Alors, l'algorithme numérique, comme tout algorithme d'optimisation, c'est toujours itératif. Vous partez d'un dessin initial, qui est donc une certaine fonction ligne de niveau, et vous itérez pour la ligne de niveau précédente, c'est-à-dire pour la forme précédente, vous calculez la solution de votre équation d'élasticité, et vous en déduisez la dérivée de forme. Vous bougez la forme, vous la bougez un peu,
un peu, ça veut dire quoi? C'est dans toutes les méthodes d'optimisation, il y a un pas de descente, vous choisissez un pas de descente, ce pas de descente c'est de combien vous bougez, ça vous donne une nouvelle forme et vous itérez jusqu'à convergence. Alors je ne rentre pas dans les détails de comment on prend en compte les contraintes, les choses comme ça, là il y a des techniques d'optimisation, je pourrais en dire plus si ça vous intéresse, et je voudrais juste vous montrer quelques exemples de comment ça marche. Donc ça c'est exactement l'exemple du cantilever, hein. Donc vous vous rappelez, c'était accroché à gauche, et puis là, au milieu à droite, j'ai une force verticale. Vous voyez, le noir, c'est de la matière, blanc, c'est des trous, et ce que vous voyez, c'est l'évolution de la ligne de niveau. On voit la trace du maillage d'ailleurs en dessous, hein, et donc on voit que ça change la topologie automatiquement parce que cette équation d'Hamilton-Jacobi a des solutions globales qui traitent d'une certaine manière le changement de topologie. Bon. L'initialisation est un sujet... Alors, oui, j'y reviendrai. En 2D, il faut faire attention parce qu'il y a des problèmes d'obstruction, je ne veux pas entrer dans les détails, mais alors justement, je vous montre un exemple en 3D où là, il y a moins de problèmes. Vous voyez, là, c'est une grande boîte en 3D, c'est mon domaine de calcul. Le rouge, c'est le matériau, j'étais parti de la moitié de la boîte pleine. Alors, quels sont les efforts? En fait, là, c'est une force suiveuse, c'est une force de pression. C'est une force de pression uniforme sur le bord, donc en plus, l'endroit où j'applique la force change en fonction des formes. Et il y a 5 points d'ancrage, 1, 2, 3, 4, 5, en bas. D'accord, 5 points d'ancrage. On en a mis 5 parce que ça fait une jolie araignée, mais si vous en mettez 6, vous en mettez 6. Et vous voyez que là, ça a pu creuser des trous sans problème en 3D. Vous avez beaucoup plus de liberté. Alors qu'en 2D, creuser un trou, ça veut dire que ça casse une barre. Et donc, du coup, c'est pénalisant d'un point de vue mécanique. Donc, par expérience, en 2D, il faut faire très attention à l'initialisation. Alors qu'en 3D, si l'initialisation n'est pas bonne, vous vous en sortez quand même. Évidemment, ça peut prendre un peu plus de temps. Et vous voyez, il a réussi à creuser des trous, il y a des anses, hein, voilà. Donc on a changé la topologie. Et alors, ce qui est très intéressant, c'est à la fin, vous voyez, ça tremble un petit peu là. Ça, c'est tout à fait classique parce qu'en fait, le maillage était assez grossier. C'est un vieux calcul que je monte depuis des années, alors que je change un jour. Donc le maillage est assez grossier. Et donc, en fait, la forme optimale, elle oscille entre deux cellules. Bon, donc ça, c'est typique du genre de convergence qu'on peut avoir. Alors là, en fait, on triche un peu, c'est-à-dire qu'on fait la compliance plus un multiplicateur de Lagrange fois le volume, et on fixe le multiplicateur de Lagrange pour ne pas avoir à le changer pour que le volume soit fixe. Donc le volume n'est pas fixe, parce que tu vois, je partais de la moitié. Donc je me suis donné un multiplicateur de Lagrange correspondant à un certain volume cible, et donc je converge vers ce volume cible. Voilà. Ah d'accord, donc le P0, c'est pas le volume fixe, c'est en fait celui qu'on a... Là, cet exemple-là, mais j'ai d'autres exemples où, si tu veux, je veux absolument le volume fixe. Alors ensuite, tu as plusieurs stratégies. Tu peux vouloir être faisable, comme on dit en optimisation, à chaque itération, c'est-à-dire vérifier le volume fixe, ou bien tu t'en moques, mais tu veux juste atteindre le volume cible à convergence. Et dans ce cas-là, tu as des stratégies plus ou moins différentes d'adaptation du multiplicateur de Lagrange correspondant à cette contrainte. Bon, là, ça rentre. Mais donc là, ici, pour te le dire clairement, le volume, il varie. J'avais fixé un multiplicateur de Lagrange et j'arrive vers un volume cible qui correspond à ce multiplicateur de Lagrange que je ne pouvais pas connaître à l'avance, d'ailleurs. Mais bon, c'est parce que c'est beaucoup plus rapide d'un point de vue optimisation. Il y a unicité? Non, bien sûr. Alors, si j'ai été sur mon ordinateur, j'ai 40 milliards de films à vous montrer là-dessus. Il n'y a absolument pas unicité. Non, c'est des problèmes qui sont connus pour être... il y a des contre-exemples mathématiques sur l'unicité qui sont connus pour être mal posés parce que justement, très souvent, il n'y a pas de solution, ce qui correspond à l'existence de plein de minima locaux. Oh là, c'est plein de problèmes. D'accord? Donc ça, c'est... Je ne dis rien sur l'unicité des solutions, la facilité de les atteindre. C'est des problèmes qui sont hautement non convexes, etc. Ça, c'est clair. Alors voilà d'autres exemples. Vous l'avez vu celui-là. Ça, c'est une sorte de pylône où il y avait des poids aux quatre coins ici. C'était fixé aux quatre coins en bas. Vous avez des topologies assez complexes et donc évidemment, c'est compliqué à construire, par exemple par des moulages. Donc soit vous faites... on avait travaillé là-dessus, c'était la thèse de Georgios Michailidis sur des contraintes géométriques de type démoulage ou autre, pour les fabriquer de manière classique, ou alors vous allez vers la fabrication additive, puisque ça vous promet que ça peut construire tout et n'importe quoi. Et bien sûr, la première chose que je vais vous dire, c'est que non, ça ne peut pas te faire tout et n'importe quoi. C'est bien connu, et c'est des choses qui évoluent extrêmement rapidement. J'ai la chance dans le projet SOFIA de parler avec des gens, par exemple, de Adobe qui fabriquent les machines et qui me disent à chaque fois « Ah ben non, mais ça, maintenant, on sait faire ». Donc ça progresse énormément. N'empêche qu'il y a un certain nombre de contraintes. Celles dont je vais parler, c'est les trois premières. Le problème de construire des trucs horizontaux. Alors, il y a des progrès,
mais c'est toujours une difficulté. Le problème des contraintes thermiques résiduelles, ça c'est vraiment une très 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 grosse difficulté visiblement. Et puis cette histoire de mettre des supports, comme je vous ai montré sur des images, bon, bah, on ne veut pas en mettre trop parce que quand il faut les enlever, c'est compliqué. Et donc on va essayer de mettre des supports là où c'est nécessaire sans en mettre systématiquement. Et pour l'instant, disons l'implémentation des supports, c'est fait, donc il y a des logiciels, mais qui font ça de manière purement géométrique et sans prendre en compte du tout la physique du problème. Et donc nous, ce qu'on va apporter, c'est prendre en compte la physique du problème. Vous en avez d'autres, hein, il y a des questions d'orientation, c'est-à-dire que si vous construisez quelque chose de mince, évidemment, si vous construisez horizontalement ou verticalement, vous n'aurez pas les mêmes propriétés matériaux, vous voyez bien. Alors ça dépend des systèmes aussi, il y a de l'anisotropie dans ce que vous construisez. Vous voulez peut-être faire ça en temps minimal ou bien en énergie minimale. Vous voulez évidemment pas faire des trous fermés parce qu'il faut enlever la poudre à la fin. Il y a aussi... J'ai ici une doctorante qui travaille sur la question de l'optimisation de la trajectoire du faisceau. Donc vous voulez peut-être à la fois optimiser la pièce et optimiser la trajectoire du faisceau. Bon, il y a plein de questions tout à fait intéressantes. Je ne parle que des 3 premières, celles en gras. Alors, j'ai ici une image pour vous faire comprendre que construire ça, ça va aller à peu près. Alors que construire ça, vous allez avoir un problème. Et donc je veux pénaliser dans mon optimisation de forme des formes qui auraient des sous-structures de ce type-là par rapport à celles qui ont des choses comme ça. Donc une façon très simple, c'est en tout point du bord, de calculer le vecteur vers la normale extérieure. Hein, donc ça dépend du point où vous regardez, x, normale extérieure. Et puis vous avez la direction de fabrication, qui serait une direction verticale ici. Et vous calculez le produit scalar de ça, et vous voulez que ce soit plus petit qu'un certain angle, parce que vous voulez par exemple empêcher tout ce qui serait proche de l'horizontale, c'est-à-dire par exemple tout ce qui serait tel que le vecteur normal qui à l'horizontale et verticale, soit avec un angle de 45 degrés par rapport à la verticale. Donc 45 degrés, c'est ce qui est donné typiquement dans toute la littérature. Et par exemple, les gens d'Adobe, ils disent « Ah ouais, mais nous, maintenant, on sait faire 60 degrés. » Enfin bon, ils savent faire de mieux en mieux. Très bien. Donc ça varie. Donc il y a un certain nombre de travaux récents, et nous aussi, on a contribué à ça. Et donc, des contraintes géométriques, en fait, ça marche pas mal, mais pas tout le temps. Et c'est ce que je veux vous montrer, avec quelque chose qui s'appelle l'effet des gouttes, ou le dripping effect. Donc ça, c'est un cas test très classique. Vous avez, c'est ce qu'on appelle la MBB beam, Messerschmitt, Bohm et je ne sais plus qui beam. Donc c'est une poutre qui fait 6 de longueur sur 1 de hauteur. Vous avez une force verticale au milieu, et puis les 2 coins inférieurs sont en appui simple. D'accord ? Ça, c'est l'initialisation. Ça, c'est la forme optimale si vous minimisez la compliance pour un certain volume. Bon, voilà. Et donc, j'ai choisi cet exemple parce que, évidemment, vous voyez que comme vous avez la force au milieu et que les points d'appui sont aux extrémités, il y a forcément une structure un peu horizontale. Hein. Donc, ça, c'est un cas de test très dur. Vous allez me dire, ouais, c'est laquelle à retourner pour la construire? Oui, bien sûr. Non, mais je veux que ça soit un cas test, tout ça, qui soit dur. Alors, si vous dites, je n'ai pas envie d'avoir des parties horizontales, c'est-à-dire si vous dites, je veux pénaliser ici tous les vecteurs normaux qui sont verticaux, ou qui sont proches de la verticale à 45 degrés, si vous voulez pénaliser ça, eh bien, si vous faites quelque chose qui est purement géométrique, comme je l'avais indiqué, vous pouvez obtenir des designs comme celui-ci ou comme celui-là, où vous voyez qu'en fait, l'algorithme, il a parfaitement compris qu'il n'a pas le droit de faire des trucs horizontaux, donc il fait des trucs qui oscillent 45, 45, moins 45, plus 45, moins 45. Donc évidemment, globalement, le critère, il est vérifié partout, sauf que globalement, ça reste horizontal, et donc en fait, les performances ne sont quand même pas très très bonnes pour ce que vous voulez faire. Donc en fait, vous avez, si jamais j'avais fait un maillage plus fin, vous auriez même des oscillations de plus en plus fines, mais globalement, le truc reste horizontal, ça ne fait pas ce qu'on veut. D'accord ? Et alors la littérature est pleine de résultats comme ça. Ce n'est pas moi qui l'ai inventé, ce dripping effect. Ça a été remarqué, je pense, les premiers par Gaynor et Guest. Hein, en tout cas, eux, ils en parlent, c'est sûr. Et donc, la littérature est pleine de résultats de ce type-là. Donc, ça ne va pas. Un truc purement géométrique, vous êtes trompé. Enfin, l'algorithme satisfait la contrainte, mais vous êtes absolument trompé dans ce que vous voulez faire. Donc l'idée, c'est de revenir à la vraie modélisation et de dire, bon, on a un système couche par couche, et de proposer une contrainte qui soit de type mécanique, liée à ce procédé couche par couche. D'accord ? Donc nous, ce qu'on propose, c'est de traiter cette question des porte-à-faux par une approche vraiment mécanique. Alors, l'idée, c'est de dire, au fur et à mesure de la construction, vous avez des structures intermédiaires. J'ai fait ici un dessin de la structure finale, que j'appelle oméga, et à chacune des étapes, vous avez construit une partie de hauteur h, et donc je vais discrétiser mes hauteurs d'un certain nombre de hauteurs discrètes hi, et j'ai des structures intermédiaires oméga i qui sont ma structure finale tronquée à la hauteur hi. C'est ce qui apparaît quand vous avez fait i couche, par exemple. Bon. Et bien, cette structure intermédiaire, il faut qu'elle tienne.
Hein, voilà, et qu'ils tiennent quoi? Pas par rapport aux efforts qui seront appliqués à la forme finale, parce qu'elle n'est pas encore en utilisation, mais par rapport à la gravité, tout simplement. Pourquoi les trucs horizontaux ne vont pas? Parce que la gravité fait que ça pousse, et donc je vais mettre des efforts mécaniques liés à la gravité. Donc du coup, ça veut dire que je vais optimiser ma forme oméga pour deux modèles différents, deux équations d'état. D'abord, la forme finale, je l'optimise comme d'habitude pour les efforts qu'elle aura à supporter dans son utilisation finale, mais je vais aussi optimiser oméga pour que les structures intermédiaires, pendant le procédé de construction additive, résistent à la gravité. Voilà, alors ça c'est raconté dans deux papiers, petite page de publicité, vous voyez, je ne les ai pas cités au début, mais c'est donc Alexis Faure qui avait fait sa thèse à Grenoble, Charles Daponi qui est maintenant CNRS à Grenoble, Georgios Michailidis qui travaille chez ANSYS, et notre collègue Raphaël Esteves qui encadrait la thèse d'Alexis Faure avec Georgios à Grenoble. Donc, j'ai deux équations. Celle-là, vous l'avez déjà vue. Ça, c'est pour l'utilisation finale de la forme oméga. Vous avez des efforts quelque part. Bon, c'est ce que c'est. Hein. Très bien. Et donc, le cas classique, c'est la compliance. Mais si vous avez autre chose, on peut faire autre chose. Et puis, le deuxième modèle, alors ça, c'est un modèle qui est pour chacune des structures intermédiaires. Et j'ai mis la gravité. Bon, alors, j'ai mis la gravité. Il y a une petite tricherie que je vais vous expliquer dans 2 secondes. Mais des formes intermédiaires, vous en avez un certain nombre. Et donc, la contrainte, vous la faites porter pour toutes les formes intermédiaires. Donc, je somme ici sur les indices de ces formes intermédiaires. Et qu'est-ce que je choisis? Je choisis à nouveau la compliance. En fait, je veux que ça soit rigide sous l'effet de la gravité. Voilà. Alors, j'ai fait la somme des compliances, c'est écrit ici. Alors, si vous y pensez, si vous faites ça, si vous faites des sommes, là, je n'ai pas mis de poids. J'aurais pu mettre des poids, mais je n'ai pas mis de poids. Et donc, la première couche, elle est dans la première structure intermédiaire, mais elle est aussi dans la deuxième structure intermédiaire, dans la troisième, dans toutes. Alors que la dernière couche, elle apparaît que dans la dernière structure intermédiaire. Donc, grosso modo, là, vous allez optimiser à mort la première couche parce qu'elle apparaît dans toutes les structures intermédiaires et vous n'optimisez pas du tout la dernière couche qui apparaît que dans la dernière structure. Donc, du coup, j'ai un peu triché. J'aurais pu mettre des poids, ok. Et ce que j'ai préféré faire, c'est je fais la gravité que dans la dernière couche. Ce qui fait que c'est uniquement dans chacune des structures intermédiaires, la dernière couche qui supporte la gravité. Du coup, ça veut dire que chacune des couches a autant de gravité quand je fais ma somme à la fin. Donc vous voyez, j'ai dit que je me repose sur la mécanique et je commence à tricher. Peut-être qu'une façon plus claire aurait été de mettre des poids ici, mais vous avez compris, il faut quand même regarder les modèles, ça c'est intéressant, parce que sinon vous avez des structures qui ne sont pas parfaitement intéressantes. Alors voilà ce qu'on va faire désormais, c'est qu'on va minimiser la fonction objective pour la structure finale comme d'habitude, avec une contrainte sur le volume comme d'habitude. Et puis là, j'ai rajouté une nouvelle contrainte qui est ma contrainte sur les structures intermédiaires qui va être rigide, et je vais dire que par exemple ça doit être 50% de la contrainte que j'ai calculée pour une forme de référence. Ma forme de référence, ça sera la solution de ce problème d'optimisation quand il n'y a pas cette contrainte justement. D'accord ? Voilà. Alors je vous montre ce que ça fait, c'est toujours ma MBB beam, donc la forme de référence était celle que je vous avais présentée il y a 2-3 transparences, je vous rappelle, vous avez un chargement ici et puis c'est accroché là, et là le paramètre alpha qui demandait de combien ma contrainte de rigidité pendant la fabrication marchait, ça doit être je crois 80, 50, 30 et 20. Voilà, donc vous voyez ça, on voit, ça fait exactement ce qu'on veut, ça met des supports verticaux pour supporter la partie horizontale qui doit exister de toute façon. Et donc ça évidemment, ça va être solide quand vous allez le construire. En fait, ça fait ce que dans la littérature on appelle des formes auto-supportées. Hein, vous pourrez dire, ça c'est des supports que je pourrais enlever ensuite. Non mais là, justement, je n'ai pas parlé de support, c'est la forme elle-même qui se supporte. Voilà, donc quand on a vu ça, on était super content parce que ça marche vraiment très bien, beaucoup mieux que les critères géométriques. Alors ça marche aussi en 3D, c'est un cantilever en 3D, donc c'est la même, sur chaque ligne c'est la même image, mais vue de 2 angles différents. Donc c'est accroché à gauche, vous avez une force verticale ici. Voilà ce que vous obtenez, c'est construit dans cette direction verticale ici. Voilà ce que vous obtenez s'il n'y a pas de contrainte, et ensuite je mets ma contrainte de fabrication. Vous voyez, les barres sont un peu plus verticales, et alors en 3D il y a un autre effet, c'est que vous pouvez aussi remplacer des barres par des choses qui sont un peu plus des morceaux de plaques. Vous voyez, là ici on voit que c'est une barre, et là c'est vachement plus plat. Bon, ça se tient mieux, entre guillemets, voilà. Donc, je ne sais plus quelles étaient les valeurs, mais on a réduit cette contrainte de solidité pour la fabrication par un certain pourcentage, voire les papiers pour les valeurs précises. OK. Alors, deuxième contrainte typique de la fabrication additive, c'est les contraintes thermiques résiduelles. Donc là, je cite 2 papiers dont on s'est un peu inspiré pour comment est-ce qu'on peut représenter le procédé de fabrication additive pour calculer les contraintes thermiques résiduelles. Donc ça, c'était la thèse de Laurent Van Belle, et voilà le papier avec ses directeurs de thèse, et puis les travaux de Mustapha Megahed, qui travaille chez ESI en Allemagne, qui travaille donc sur pas d'optimisation, c'est juste la modélisation pour calculer les contraintes thermiques résiduelles.
Alors, voilà la chambre de construction en noir, la direction de construction, et vous avez ici une pièce qu'on fabrique en bleu. Vous voyez le trajet typique dans chacune des couches du rayon laser, par exemple, pour fondre. Là, vous avez à nouveau une structure intermédiaire. On va réutiliser cette notion de structure intermédiaire pour calculer les contraintes thermiques résiduelles. Bon, donc les notations, les couches, c'est indicé par I. Vous construisez entre TI-1 et TI, parce que le temps va jouer un rôle maintenant. Et donc vous avez à la fois les formes intermédiaires, mais vous avez les domaines intermédiaires dans lesquels vous avez un mélange de la forme solide et de la poudre. Okay. Alors quel est le modèle? Donc c'est un modèle simplifié, simplifié par rapport aux deux références que je vous ai données. La première chose, c'est, tout le monde a ça, l'équation de la chaleur. D'accord. Vous avez l'équation de la chaleur et avec un terme source, et ce terme source, c'est le faisceau laser qui se promène. Voilà, très bien, donc vous reconnaissez l'équation de la chaleur. Il y a des conditions limites, je ne rentre pas tellement dans les détails. Et une fois que vous avez fait ça, vous voyez, ça c'est stand-alone, si je puis dire, vous calculez la solution de la température, eh bien vous mettez la température comme un terme source dans une équation de thermoélasticité. Voilà. Donc ici, c'est l'équation quasi-statique de la thermoélasticité, c'est-à-dire que le tenseur des contraintes, il y a une partie élastique et une partie thermique, qui est simplement la dilatation par rapport à une température de référence que j'ai appelée ici init pour dire initiale. Voilà. Alors, une partie de la modélisation est dans le terme source, donc j'ai un petit film pour vous montrer qu'est-ce que c'est, ce terme source. Où est-ce qu'il est? Voilà. Oui. Ah ouais. Ah là, j'ai bon raté. Ok. Peut-être attendre 2 secondes. Peut-être en attendant. Ouais, on va bien voir. Peut-être qu'il va me. Hein, bon, je promets, je vous le montrerai, mais voilà. Bon, là c'est l'image en 2D. Enfin, c'est un peu embêtant parce que c'est en fait les images, une simulation de l'équation de la chaleur. Je vous rappelle que l'équation de la chaleur, elle est donc en temps. Et puis, au fur et à mesure que vous progressez en temps, vous rajoutez des couches. Donc là, par exemple, je suis en train de faire, je ne sais pas, la 3e couche. Il y a eu 2 couches qui ont été faites. Et vous voyez, la 3e couche, elle a commencé à être construite. Et vous voyez, ce que vous voyez, c'est la carte de température. Donc le terme source, il vient de passer là. Donc c'est chaud. Hein. Et vous voyez qu'ici, le terme source, il est passé un peu avant. Et c'est un peu plus froid. Et puis en bas, là... c'est de plus en plus froid, puis un peu plus loin. Et vous reconnaissez que le terme source, il ne s'est pas allumé dans ce qui reste de la poudre, parce que vous avez voulu que ça reste de la poudre, donc vous n'avez pas allumé le terme source. Donc c'est blanc, parce que ça veut dire que c'est vraiment froid. Et par contre, là où vous avez fondu, c'est chaud, et puis vous voyez que avec le temps, ça refroidit. Donc là, vous avez un vrai modèle, donc c'est ce que je voulais vous montrer en 3D. Hein, Oui. Dans l'image qui était un peu avant, où on voyait, voilà, ici, là, on voit comment se superposent les couches. En fait, on fait l'hypothèse que la trajectoire, c'est... Alors, pour l'instant, je suis à trajectoire fixe, donc ça veut dire en 2D, c'est une ligne, et en 3D, ça sera des suites de lignes. Maintenant, on pourrait optimiser... Ah ben voilà, mais alors, ça c'est le sujet d'une autre thèse, de dire comment on optimise... Donc, il y a Christophe Tournier, que tu dois connaître, hein, travaille évidemment sur les trajectoires. Donc lui, il fait la trajectoire optimisée toute seule, et nous, ce qu'on essaye de faire, la thèse est encadrée avec Christophe, c'est justement d'optimiser simultanément la trajectoire et la forme, pour qu'on ait des trajectoires qui soient le plus faciles possible pour les formes qu'on va construire. Alors, est-ce qu'il est en marche depuis Ah voilà, ouais, regardez. Allez hop. Voilà, donc en 3D, c'est plus joli. Voilà, donc vous voyez, rouge c'est chaud, bleu c'est froid. Et donc on voit bien, on construit les couches au fur et à mesure et on voit le passage et ça refroidit évidemment en bas. Bon, c'est juste pour vous dire que c'est une simulation qui prend un certain temps quand même à faire, mais qui est assez représentative, bien sûr, du procédé. OK. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va optimiser? Typiquement, je vais prendre une fonction objective qui va dépendre du temps, d'accord, puisque j'ai mon temps dans l'équation de la chaleur, et donc j'intègre du temps initial au temps final, donc c'est la somme sur toutes les couches sont construites entre le temps TI-1 et le temps TI. Quelque chose, je vais vous donner 2 exemples tout à l'heure, et ça c'est la fonction objective que je vais optimiser, d'accord. Ensuite, je vais mettre une contrainte sur la forme finale, comme d'habitude. Ça, c'est donc à nouveau, vous allez avoir le modèle précédent pour calculer cette fonction objective, et puis le modèle usuel pour la forme finale, et là vous allez dire, je ne veux pas tellement détériorer les performances de ma compliance.
par exemple. Et évidemment, toute la complication technique dont je vais vous faire grâce, c'est que pour cette fonction objective qui dépend de mon modèle thermomécanique, il y aura des adjoints à calculer. Les adjoints, c'est bien connu, c'est backward en temps, etc. Enfin bon, il y a plein de complications techniques. Par exemple, un truc classique sur l'adjoint, c'est que si on dit que c'est adjoint, c'est que si c'était un système qui était représenté par une matrice, c'est la matrice adjointe qui joue. Donc là, vous voyez, vous aviez d'abord la chaleur et ensuite la mécanique avec un terme source venant de la chaleur. Et bien pour l'adjoint, c'est le contraire. Vous avez d'abord la mécanique toute seule, ici. Eta, c'est le déplacement adjoint mécanique. Ça dépend évidemment du déplacement primal. Et puis ensuite, vous avez l'équation de la chaleur backward, d'où le plus. Et c'est la mécanique duale, adjointe, qui fait terme source. Bon, voilà. Donc ça veut dire que si vous avez un code standard de thermomécanique, là vous êtes mort pour faire l'adjoint, parce que ça, ce n'est pas la thermomécanique usuelle du tout. Voilà. Donc il y a un peu de travail, hein, c'est juste ce que je voulais dire. Là, il y a une dérivée de forme, oula, je ne vous la montre pas, c'est horrible, mais il y a des dérivées de forme, c'est des trucs qui existent. Alors quelles sont les deux fonctions objectives qu'on va regarder? On était intéressé par les contraintes thermiques résiduelles. Alors c'est un modèle simplifié. La vérité, c'est que par exemple, dans la thèse de Laurent Van Belle, il rajoute la plasticité, et ce qui va s'appeler les thermiques contraintes résiduelles, c'est la contrainte plastique à la fin du temps de fabrication. D'accord? Parce que quand ça refroidit, la température initiale, donc du coup le thermosource dans la thermomécanique retombe à zéro et vous n'avez plus de contraintes. Mais mettre la thermoplastique, la plasticité, c'est l'étape d'après qu'on est en train de faire avec Lucas. Donc pour l'instant, on n'a pas la plasticité. Et donc du coup, je vais garder l'historique de la partie déviatorique des contraintes et je vais vouloir minimiser une certaine norme, donc la norme ici L2 par exemple, en espace et en temps, de ces contraintes en disant c'est représentatif des contraintes thermiques résiduelles à la fin. Voilà. Donc ça, c'est une première fonction objective pour minimiser les contraintes thermiques résiduelles. Ce n'est pas les vraies contraintes thermiques résiduelles, c'est représentatif. Une deuxième fonction objective qui n'existait pas dans la littérature et qu'on a découvert en fait en discutant avec les gens, c'est qu'ils m'ont dit « Ah mais nous, le nombre de fois où il y a des contraintes thermiques, la pièce se déforme et quand on met le rouleau, paf, ça cogne. Alors ça cogne, soit ça arrête, soit les rouleaux sont ou les racleurs sont avec telle puissance que ça coupe ce qui dépasse, voilà, ou ça les fait vibrer, du coup la poudre est mal répertoriée. Donc, enfin bref, il faudrait que la pièce ne se déforme pas thermiquement dans la direction verticale pour laisser le rouleau bien passer. Et donc c'est ce que j'ai écrit ici. U, c'est le déplacement, ED, c'est la direction verticale de construction, et vous voulez que ça reste plus petit que Umax. Hein, donc je prends le max de 0 et de ça moins Umax, donc ça veut dire que si c'est plus petit que Umax, vous avez 0. Si c'est plus grand que Umax, il y a une contribution non nulle et vous voulez la minimiser. Donc vous voulez minimiser la déformation verticale. Si ça se déforme horizontalement, vous dites c'est pas grave. Alors on va quand même faire d'abord un modèle simplifié parce que vous avez compris que l'histoire de couche par couche, ça coûte très cher. Et donc on va faire d'abord un modèle simplifié où on oublie le couche par couche, on oublie le terme source qui bouge, on va faire directement la forme finale avec la poudre, on va mettre un terme source uniforme partout dans la partie solide, pas dans la poudre bien sûr, et on va quand même faire l'équation de la chaleur. Et du coup on fait très peu de pas de temps parce qu'on va faire un schéma implicite, donc ça coûte pas cher, c'est juste pour vous montrer. Alors un premier cas test, c'est à nouveau cette MBBB. On va faire 5 pas de temps et je minimise les contraintes thermiques résiduelles. Je vais partir de la solution optimale sans ces contraintes liées à la fabrication additive. Et voilà ce que ça donne. Ça, c'est la forme optimale lorsque vous minimisez la compliance sans prendre en compte cette histoire de contraintes thermiques. Et ici, c'est la forme que vous obtenez partant de ça, en minimisant cette fonction objective de contraintes thermiques résiduelles et en demandant à ce que la compliance pour l'usage final n'augmente pas plus. Alors je ne sais plus si c'est 5 ou 10%, on va le voir sur le transparent d'après. Bon, ben, ça n'a pas beaucoup changé, mais ça a un peu changé. Et très honnêtement, je ne sais pas pourquoi ça a changé comme ça. Mais si je vous montre, le volume est resté à peu près fixe. Alors, vous voyez, au début, ça a un peu changé, mais le volume est bien resté fixe. La compliance a bien augmenté. Et donc, vous voyez, non, c'est 5%. Vous voyez, ça a un peu dépassé au départ. Et puis, je suis revenu à... Ça, c'est typique des méthodes de Lagrange augmentées. Ça aussi un peu autour de la contrainte. Ça doit être 5% de... C'est 5 ? Oui, 5, voilà, très bien. Et ma fonction objectif, donc elle est normalisée, vous voyez, elle a diminué, je ne sais pas, elle démarre de... là, donc elle a pris 30% ou 25% en moins. Donc ça a marché, entre guillemets. Maintenant, ça a une forme un peu bizarre. Hein. Je ne sais pas pourquoi c'est comme ça. Mais pour vérifier, j'ai tracé sur la forme initiale et la forme finale cette norme en temps de la contrainte que je minimise en chaque point x. Donc vous voyez, là où c'est rouge ou jaune, c'est que j'ai des contraintes thermiques résiduelles importantes. Et vous voyez qu'ici, effectivement, j'ai plutôt tendance à minimiser les zones où c'est important. Donc ça a bien fonctionné. Même cas test, mais cette fois-ci, c'est le déplacement vertical que je minimise. Là, c'est beaucoup plus joli, ça se voit. Hein. Ça, c'est la forme initiale et ça, c'est la forme finale. Alors là, je comprends, parce que ce qu'il a fait, c'est qu'au lieu d'avoir des barres un peu verticales, il a horizontalisé un petit peu les barres.
Ok. Et oui, ça veut dire que quand les barres vont se dilater, elles vont se dilater plus dans la direction horizontale. Et bon, il y a des fonctions objectifs, je vous passe les détails, ça prouve que ça marche, mais j'ai tracé ici la violation du déplacement vertical pour la forme initiale et pour la forme finale. Donc là, on voit bien que ça se déplace moins de point de vue verticalement, après optimisation. Voilà. Alors maintenant, oui, excusez-moi, c'est un 3D, voilà, c'est la même chose en 3D. C'est pour le déplacement vertical, ça c'est la forme, c'est la poutre, c'est la moitié de la poutre MBB. Hein, j'appuie ici et c'est accroché là, c'est la moitié, il faut la symétriser comme ça. Ça c'est la forme initiale et ça c'est la forme finale lorsque je veux minimiser le déplacement vertical. Bon, là aussi, il y a une sorte d'horizontalisation des barres un petit peu. Et ça c'est la violation dans une coupe du déplacement vertical initial et au final, bon, c'est moins violé. Voilà le full model, enfin. Hein, 20 couches, 5... donc ça veut dire que pour résoudre l'équation de la chaleur, il va y avoir 100 itérations. Hein, il y a 20 couches, et chacune des couches est fabriquée en 5 pas de temps. Voilà la forme initiale et voilà la forme finale. Ce n'est pas énormément différent du précédent. À nouveau, ça fait ce qu'on veut, ça minimise bien. Je ne sais plus quelles étaient les contraintes sur la compliance finale, mais enfin, vous voyez, ça minimise pas mal la fonction qu'on s'est donnée à optimiser. Et quand je trace les contraintes thermiques, effectivement, je les ai bien réduites. Bon. Ok, alors toute cette partie-là, c'est super académique, mais bon, c'est prometteur. Et en fait, on va démarrer une nouvelle thèse avec Safran à la rentrée, où justement, quelqu'un, disons, de dominante un peu plus mécanique, va récupérer ses algos, va bien mettre les bons paramètres, et puis va fabriquer les pièces pour voir si ça fait effectivement ce qu'on veut, parce que là, pour l'instant, ça optimise bien mes modèles, mais est-ce que mes modèles représentent tout à fait la réalité? Ça, c'est à discuter. Il y a éventuellement des modèles à affiner. Hein. Ouais. Je sais pas, enfin moi j'y connais rien, mais c'est pas beau là, l'esthétique. Oui, alors là, je suis d'accord avec vous, c'est pas beau. Ouais. Ouais. Oui, je ne sais pas pourquoi ça fait ça. Honnêtement, je ne sais pas pourquoi ça fait ça. Hein. Ouais. Alors là aussi, merci. On a décidé de partir de la forme initiale comme ça. On n'est pas reparti de scratch. Il faut qu'on fasse ça. Il faut que voilà. Hein. Donc là, on est parti de ça parce qu'on s'est dit bon c'est assez naturel de partir déjà d'un design qui existe. Hein. Bon. Donc oui, je suis d'accord, c'est pas beau. Et le fait que ça soit peut-être un minimum local, c'est fort possible parce que je suis parti d'une forme qui était déjà optimisée pour autre chose. Bon, il y a encore beaucoup de choses à faire. C'est pour ça que je disais qu'on a une thèse qui va. Oui. Tu mets 5 pas de temps par course. Ouais. Ça veut dire que quand il est en train de faire le bleu, le rouge, Ouais. il dit de façon uniforme. Ouais. Donc en fait, là, il y a peut-être... Donc par exemple, si je mets 5, j'ai peut-être une maille qui va être, disons, elle est comme ça, puis là j'ai une maille comme ça, donc ça veut dire que je vais répartir le thermosource un peu globalement. Oui, c'est pas très précis, hein, je suis d'accord avec toi. Ah ouais, tout à fait. D'accord. Donc, il y a une des optimisations, c'est de raffiner, c'est de voir quel est le bon... Oui, absolument. Non, mais tu as absolument raison. Il y a le modèle physique, il y a la façon dont on le traite numériquement, parce que là, on n'a voulu pas que ça dure des heures, mais il y a plein de questions importantes. Alors, dernière partie, c'est la partie que je fais... donc, excusez-moi, tout ce que j'ai présenté là, c'était avec Lucas Jacobsin, il y aura les références à la fin, et donc la nouvelle partie ici, optimisation des supports, c'est avec Benjamin Bogosel. Donc voilà une pièce, je ne sais pas d'où elle vient, mais enfin elle est connue, qui est supportée. Alors je ne sais pas pourquoi quelqu'un l'a construite avec cet angle-là, et elle est supportée ici. C'est les fameux supports donc elle est construite verticalement, qui permettent de tenir la pièce au moment où on la construit. Alors, on change les règles du jeu. Là, on fait un truc qui est un poil plus simple, parce que du coup, ça va être beaucoup plus facile à implémenter tout de suite dans des codes ESI pour ne pas les nommer. Voilà. C'est que la forme finale oméga, on ne va plus y toucher. Donc là, tout à l'heure, mes formes, elles se supportaient elles-mêmes. Maintenant, elle a été optimisée d'une manière ou pas optimisée. On me la donne, je n'ai pas le droit d'y toucher. Donc la forme finale, je l'appelle petit oméga, je n'ai pas le droit d'y toucher. Très bien. Et donc, ce que j'ai le droit de faire, c'est de rajouter des supports que j'appelle S. Hein, ils sont là, les supports. Oméga, vous voyez, c'est la partie pleine. Et là, les supports S, bon, parce que c'est fait en lattice, mais bon, ça se voit de manière différente. Mais éventuellement, ça peut être le même matériau. Et donc, à quoi servent les supports? Les supports, ils vont servir à supporter les parties en porte-à-faux, mais ça peut être aussi intéressant d'un point de vue thermique pour évacuer la chaleur aussi. D'accord? C'est-à-dire que les supports, s'ils seront reliés à la base plate, c'est à la base plate en général, elle est à température constante, et c'est par là que s'évacue principalement la chaleur. Donc ça peut aussi, alors c'est sujet à débat visiblement, mais ça peut a priori aider à évacuer la chaleur. Ok, alors, donc au total, je vais avoir, quand je vais la construire, une forme grand oméga qui est l'union de ma forme finale et des supports que j'enlèverai à la suite. Et donc, par exemple, si vous êtes intéressé par les overhangs, je reprends mon modèle en disant, en fait, il faut que ça tienne à la gravité. Donc, j'ai rajouté ici
l'équation d'état pour la gravité. Okay, donc la forme petit oméga a déjà été optimisée, ce n'est pas la peine de revenir là-dessus. Et donc ce que j'optimise uniquement, c'est les supports pour le moment où je les construis. Et donc le moment où je les construis, c'est la gravité. Donc il n'y a que ça comme équation d'état. Éventuellement, la densité de matériaux n'est pas la même. Vous avez vu dans l'image précédente, dans la forme solide et dans les supports, parce que les supports peuvent être fabriqués en matériaux lattices homogénéisés qui peuvent être plus légers. Voilà. Et donc ce que je vais minimiser, comme d'habitude, c'est la compliance, travail des forces extérieures, ρGU, et j'ai rajouté ici la contrainte de volume avec un multiplicateur de Lagrange L. Je veux le moins de supports possible. Donc voilà ce que ça fait, voilà ma fameuse MBB beam qui est fixée ici. Ça, c'est l'initialisation en gris, c'est les supports. Et voilà ce qu'on obtient lorsque j'applique le procédé précédent avec une contrainte de volume qui était je ne sais plus combien, ce n'est pas très important. Mais vous voyez ce que ça fait. Évidemment, ça vous rajoute des trucs verticaux pour tenir. Donc vous allez me dire, ce n'est pas besoin d'être un grand clerc de notaire pour deviner ça. Oui, effectivement. Sauf que la densité n'est pas forcément uniforme de ces barres verticales, n'est pas forcément uniforme parce que c'est clair que cette barre qui est un peu plus verticale tient mieux la gravité que celle-ci qui est très horizontale, et donc il faut rajouter plus de support à certains endroits qu'à d'autres. Voilà. Alors ça marche aussi en 3D, ça c'est la chaise optimale, un vieux calcul que Isabelle doit connaître, qu'on avait fait avec François Joux il y a très longtemps, c'est la chaise optimale ici, et les supports c'est en plus foncé ici, et c'est les mêmes supports vus de deux angles différents, donc on a rajouté des supports pour que ça tienne mieux à la gravité au moment où on la construit verticalement. Alors évidemment, une fois que vous avez optimisé les supports, alors ça c'est vraiment très très simple, et c'est pour ça qu'on pense que ça va être très vite dans le commerce, parce que c'est vraiment très simple à implémenter, mais vous pourriez très bien optimiser à la fois la forme et les supports. Donc c'est ce qu'on fait ici. Rouge, c'est votre forme, bleu, c'est les supports. Alors cette fois-ci, vous allez avoir deux équations d'état, parce que la forme, c'est pour son usage final, les supports, c'est juste pour la fabrication, mais n'empêche que vous avez le droit d'optimiser les deux ensemble, et ça vous fait ça. Et c'est un peu différent de ce qu'on avait avant, oui, parce qu'on a optimisé concurremment, donc ce n'est pas d'abord une optimisation de la forme et ensuite l'optimisation du support, c'est les deux ensemble. Évidemment, la direction de fabrication doit être optimisée, donc là, ce n'est pas d'optimisation, là c'est juste une suite. Vous avez pris votre cantilever, si vous le fabriquez dans cette position-là, vous voyez qu'il y a des supports comme ci, si vous le mettez penché, vous avez des supports comme ça. Bon, voilà, on voit. Et donc la question qui est intéressante, c'est de dire quelle est la meilleure orientation. Et donc c'est la direction d'après. C'est ici l'orientation, donc 0, je pense que c'est horizontal. Le cantilever précédent, ici ça c'est 0 degré, ça c'est 90 degrés. Et donc la courbe en bleu, c'est sans les supports, donc c'est la plus forte compliance. Pardon, c'est pas la plus forte, mais c'est une compliance forte. En tout cas, c'est plus fort que verticalement. Donc si vous voyez cette structure toute seule, sans les supports, vous dites il faut la construire verticalement. C'est là que visiblement ça tient le mieux face à la gravité par rapport à celle-ci. Donc c'est ce que vous dit cette courbe bleue, que verticalement, c'est là qu'il y a la compliance la plus faible, très nettement par rapport à l'horizontale, mais même par rapport à toutes les valeurs. Mais dès que vous rajoutez des supports, c'est plus vrai. Dès que vous rajoutez un peu de support, vous voyez là 0,1, 0,2, 0,3, c'est une fraction volumique de support, eh bien la construction verticale avec support est moins bonne que la construction horizontale avec support. Donc ça c'est une première surprise, entre guillemets, c'est que si vous autorisez un peu de support, eh bien, c'est plus résistant de construire comme ça que de construire comme ça. Bon, voilà, avec notre critère. Avec notre critère, voilà. Donc ça, c'est une courbe que j'ai trouvée super intéressante, que quand Benjamin m'a montré, j'ai dit « Ah ouais, celle-là, il faut la montrer parce que c'est super ». Voilà, alors c'est toujours un travail qui continue, parce que pour l'instant, on est resté sur... C'est la modélisation, c'est moi qui ai choisi de dire la gravité, c'est important, je mets ça comme ça. Bon, il faut maintenant un retour d'expérience, donc c'est pour ça qu'on va avoir des thèses dans le cadre du projet SOFIA chez Safran, donc, où on va construire ce genre de choses et on va voir ce qu'il y a. Donc, calibrer les modèles, les fonctions objectives, les contraintes, c'est-à-dire que bon, peut-être que ce n'est pas exactement ça, mais qu'il faut modifier. L'état d'esprit est là, maintenant, je suis prêt à tout changer s'il le faut pour avoir des choses plus simples. Alors, j'ai des modèles un peu compliqués quand je fais des modèles couche par couche. Alors, est-ce qu'on peut faire des choses plus simples? Pourquoi pas? Rajouter de la plasticité, je vous en ai dit un mot. Optimiser la trajectoire, ça c'est aussi en cours. Il y a d'autres problèmes très intéressants dont j'ai rien dit, mais j'ai un travail en cours avec des collègues en Espagne sur la porosité. C'est un problème bien connu que quand vous faites de la fabrication additive, si vous allez trop vite, si vous fusionnez trop rapidement, vous fusionnez mal, et donc il reste des petites particules de solide, de poudre, et donc évidemment, imaginez que c'est des sphères, vous ne remplissez pas l'espace, il y a des interstices, donc il y a des porosités. Et quelle est l'influence de ces porosités? Donc on a fait aussi de l'optimisation topologique prenant en compte ces choses de porosité.
J'ai pas modélisé le changement d'état, j'ai pas modélisé le fait que quand vous fondez une nouvelle couche, en fait, ça fusionne celle en dessous, donc il y a du hardening, il y a du trempage, du retrempage. Donc il y a des gens qui font la simulation sans l'optimisation qui font ça, mais c'est des modèles super compliqués. Est-ce que c'est important de prendre en compte ça en optimisation? Je ne sais pas. Et puis une autre chose, c'est que la fabrication additive, je reviens à l'image ici, voilà. Vous voyez, les supports ici, ce n'est pas exactement la même chose, parce qu'en fait, c'est une structure, c'est une microstructure, c'est ce qu'on appelle des lattices. Et donc en fabrication additive, vous pouvez construire des matériaux lattices, des matériaux microstructurés. Donc ça, c'est très bien pour les supports, mais éventuellement, ça peut être très bien aussi pour la forme elle-même. Et donc, c'est quelque chose sur lequel aussi on travaille avec une thèse chez Safran de Perle. Et voilà les deux références donc des deux dernières parties dont j'ai parlé. Je vous remercie pour votre attention. Alors, on a un peu de temps pour des questions. Est-ce que l'exposé vous amène à des réflexions, des remarques, des questions? Un petit film. Pendant qu'un petit film se déroule. Alors, moi, j'aurais une question sur la dernière partie, sur l'optimisation des supports. Ouais. Il m'a semblé que dans ce qui avait été présenté avant, on considérait vraiment le processus de fabrication additive, donc couche par couche. Et j'ai cru voir que dans l'équation d'optimisation des supports, on considérait plus cet aspect-là, couche par couche. Ce que j'ai présenté là, c'était pas couche par couche, mais évidemment, rien ne vous pour que ça soit très très peu coûteux. C'est-à-dire que du coup, on regarde juste la forme finale et on optimise les supports. Donc il y a une seule équation d'état, il n'y a pas le procédé. Donc ça va beaucoup plus vite, beaucoup moins cher. Maintenant, dans l'article avec Benjamin a regardé aussi le modèle couche par couche. Et effectivement, ça fait des choses un peu différentes, mais pas franchement différentes. Donc là, c'est typiquement, il faudra voir dans la pratique, est-ce qu'on a besoin du modèle couche par couche ou pas. Moi, j'aurais tendance à dire peut-être pas, d'accord, pour cette chose-là. Si on optimise que les supports, on n'a peut-être pas besoin du modèle couche par couche. Mais on l'a fait, et ça donne des choses un peu différentes, c'est clair. Est-ce que... Si, on peut le faire, bien sûr. C'est-à-dire qu'on a fait. C'est-à-dire que, tu vois, on a soit optimisé les supports directement sur la forme finale, soit on a optimisé les supports en faisant le truc couche par couche. Les deux te donnent des résultats très légèrement différents, parce que c'est deux modèles de comportement un peu différents. Et si tu lis notre papier, il est sur HAL, vous pouvez le voir. Les résultats sont un peu différents. On dit, ça n'a pas l'air d'être très différent, mais c'est que des formes académiques. Donc, le jour où on va faire ça sur des vraies formes, on va voir s'il y a une vraie différence. Et à ce moment-là, on peut se bagarrer maintenant, mais ça n'a pas tellement de sens tant qu'on n'a pas vu des vraies formes avec un vrai retour d'expérience. Mais donc, ce que j'ai montré, c'est bien plus simple que le couche par couche, mais on peut faire le couche par couche. Voilà. Merci. Oui, vous n'avez pas du tout parlé d'incertitude. Il y a de l'incertitude Oh là, dans le laser, plein. tout ça, non? Et quel peut être l'impact? Alors, c'est un autre travail qui a été fait dans un précédent projet Rodin. Je vois Étienne qui sourit, qui connaît. Donc, on avait Charles Daponine, dont j'ai parlé avec lui. On avait regardé aussi donc, en optimisation. Donc, rien à voir avec la fabrication additive. Ça peut être dans la fabrication additive, mais donc, supposez que sur votre problème d'optimisation, il y a des incertitudes. Les incertitudes, il y en a typiquement sur les efforts. Bon, les forces, on ne les connaît jamais parfaitement, donc par les incertitudes de l'effort, les propriétés matériaux, voire la géométrie. C'est-à-dire que vous dites, moi j'optimise pour la géométrie, mais quand vous allez le donner à votre fabricant préféré, il va y avoir des erreurs, et peut-être que si vous faites des tout petites erreurs, c'est plus du tout optimal. Donc autant prendre en compte ces erreurs de fabrication, comme la fabrication additive, au moment de l'optimisation. Donc on a fait des choses là-dessus, sur les incertitudes. Et évidemment, ça complique un petit peu. Donc là, j'ai déjà compliqué les choses. Donc si je rajoute les incertitudes. Mais oui, ça existe. Il y a déjà des travaux. Et donc, en fait, pour être tout à fait précis, on peut faire des méthodes stochastiques du type algorithme Monte Carlo, parce que je dis j'ai un bruit aléatoire sur mes forces, et donc je vais faire du Monte Carlo sur toute mon optimisation. Ça coûte extrêmement cher. Donc nous, on avait fait des méthodes où on suppose que les incertitudes sont petites, et du coup, on va faire un développement de Taylor par rapport à la taille des incertitudes, ce qui fait que toute la partie proba va être éliminée. La seule chose qui va vous rester, c'est une moyenne et une variance, typiquement. Si vous faites au premier ordre, c'est une moyenne. Si vous faites au deuxième ordre, c'est une moyenne et variance. Et du coup, on retombe sur des méthodes qui ne sont pas très chères, et donc on a fait, je pourrais vous montrer un certain nombre de choses là-dessus. Et peut-être que pour la fabrication additive, ça sera important de revenir à ces choses-là. Oui. Alors,
c'est une petite remarque, je vais faire sourire Julien, c'est tous les industriels quand ils ont dit ah ouais super intéressant les incertitudes, il y en a plein, puis quand on a monté le projet top, on a dit ah ouais bah, on va mettre des incertitudes et puis personne n'arrive avec suffisamment de données pour voilà, donc ça reste très académique, personne n'a suffisamment de données sur les incertitudes. Bon, c'est normal, hein, ça coûte aussi très cher de retrouver des données. Bon, donc oui, c'est vachement important, oui, on saurait faire, mais non, c'est pas encore tout à fait mûr industriellement. D'autres questions? Moi, j'en avais une sur la première partie de l'exposé où on voit... alors, c'est une question peut-être un peu théorique, je sais pas. Elle a dû sans doute être traitée. La plupart des objets, je sais pas, par exemple, la 58, reprenons la forme qu'on voit régulièrement... celle-là, ouais. Le MBB Beam. Ouais. Elle a un certain nombre de caractéristiques de symétrie et de chiralité même peut-être. Est-ce que le fait qu'on veuille obtenir une forme symétrique peut être intégré à... Ah oui, bien sûr. D'accord. Benny, tu as fait le calcul en symétrique là? Oui. Bon, déjà, le calcul a été fait en symétrique. Voilà. Donc on pourrait faire... Alors ça, c'est autre chose. Ça, c'est un excellent test pour la stabilité des algos, de faire le calcul sur le domaine complet et de vérifier qu'on a obtenu une forme symétrique. Bon, là, il l'a fait sur la moitié, donc évidemment, comme il a symétrisé après coup, c'est symétrique. Mais on peut faire le k-test, et en fait c'est un très très bon k-test parce que par exemple si le maillage n'est pas symétrique, si vous faites un maillage non structuré, vous ne faites pas gaffe, c'est selon l'historique d'optimisation, on peut tomber sur des formes pas symétriques, c'est un peu délicat parfois, donc c'est vraiment pour vérifier la robustesse des algos, essayer de vérifier la symétrie des résultats, c'est important parce que ça, évidemment ça doit être symétrique, enfin il pourrait y avoir des résultats symétriques. Enfin, l'intuition dit que ça devrait être symétrique. Mais oui, mais alors justement, enfin, on n'a pas la preuve que la solution optimale doit être symétrique. Non, on n'a pas la preuve que la solution est symétrique, absolument pas. Non, mais bon, intuitivement, ça doit l'être. Enfin, voilà. Bon. Intuitivement, ça doit l'être. Hein. Alors attention, parce que c'est les laisser linéarisés, d'accord. En grande déformation, il y a des choses un peu plus subtiles qui peuvent se passer. D'accord. Et on a eu des surprises comme ça, mais j'ai d'autres images. Par exemple, bon je pourrais vous montrer, j'ai d'autres images, mais là, je peux pas, elles ne sont pas sur le... D'accord. Et j'avais une autre question sur parce qu'en fabrication additive, on voit énormément d'évolutions rapides des technos. On voit des solutions avec des fois plusieurs poudres. Absolument. Là, tout le matériau est homogène, tout le nom du procédé. Non, là, alors, sauf pour les supports, effectivement. Voilà, les supports peuvent être différents. Mais sur une structure même initiale... Alors, on avait fait, donc on ne pensait pas à la fabrication additive, mais on avait fait aussi avant de l'optimisation de forme multimatériaux. Hein, oui. C'est un grand classique. Oui, donc... Mais du multimatériau en fabrication additive, pour l'instant, vous n'avez pas... Non, on n'a pas... c'est-à-dire que... Ça a une infinie de solutions. Non, mais il y a une infinité de combinaisons possibles pour compliquer le problème d'optimisation. Donc, multimatériaux, ce n'est pas un problème, on sait maîtriser. Gabriel est là, il connaît bien, on a fait ça ensemble. Et ensuite, est-ce qu'il y a des trucs spécifiques en multimatériaux à la fabrication additive? Ça, je ne sais pas. Je ne peux pas dire est-ce qu'il y aurait quelque chose de spécifique à ça. Mais... Je vais te donner le micro parce que sinon, on n'entend pas la question dans le en plus. Est-ce qu'il y a des limitations de temps de calcul là? Parce qu'on sent bien que pour passer au 3D, tu complexifies la physique. Donc là, tu es linéaire. Donc après, si tu veux rajouter dans la mécanique c'est déjà des phénomènes, 3D, hein. Ouais, c'est ça, des phénomènes non linéaires. Ouais. Tu as par-dessus une boucle d'optimisation. Sur le côté température, tu as ce côté du pas de temps, etc. Ouais. Donc quelles sont les limitations actuelles de ce qu'on sait faire? Les limitations actuelles, c'est que... quasiment tout ce que je vous ai montré là, on a fait les calculs avec FreeFEM, d'accord. Donc, tu imagines bien, FreeFEM était un bon solver, simplement comme la boucle d'optimisation est faite dans FreeFEM, c'est pas tout à fait optimal au niveau temps de calcul. Justement, dans le cadre du projet Sophia, j'ai un ingénieur, il y a une version FreeFEM parallèle. Donc, pour l'instant, c'est du FreeFEM séquentiel. Il va me travailler ça parce qu'il y a des méthodes de décomposition de domaine qui sont très efficaces dans FreeFEM là-dessus. Donc, oui, on va travailler un peu là-dessus. Mais c'est clair que si tu veux industrialiser ça, il va falloir travailler un peu sur les temps de calcul parce que c'est cher. Hein, pour l'instant, c'est cher. Pour l'instant, on est à la durée de calcul typique de l'ingénieur. Il faut que ça dure une nuit parce que si ça dure plus longtemps qu'une nuit, on n'est pas patient, quoi. Donc les calculs 3D passent, tu vois. Ah oui, ça passe dans une nuit. Oui, alors le 3D couche par couche avec l'équation de la chaleur, il faut plusieurs jours. Ah oui. Est-ce que tu peux refaire un commentaire sur la condition initiale, sur les cas MBB que tu as proposé tout à l'heure? Tu as dit, évidemment, ça dépend, il va y avoir des minimums locaux. Est-ce que vous avez essayé de chahuter? Est-ce que tu sais si c'est cas favorable ou défavorable? Alors,
Bon, alors, en optimisation topologique, à nouveau, le cas 2D est vraiment très, très spécifique parce que, tu vois, là, il y a un certain nombre de trous. Donc, si tu avais mis une initialisation avec moins de trous, je te rappelle qu'ici, on maximise la rigidité. Donc, imagine que tu as fait une initialisation, c'est plein. Pour faire un trou, le seul endroit où le trou peut venir, c'est parce qu'il n'est pas... L'équation de transport Hamilton-Jacobi, elle satisfait un principe maximum. Il n'y a pas un trou qui peut apparaître de nulle part. Ça peut venir que du bord. D'accord ? Donc ça veut dire qu'il va falloir creuser la matière pour mettre un trou, et quand tu creuses la matière, évidemment, tu perds un peu de la rigidité. Donc en 2D, si tu n'as pas mis des trous au départ, ils ne vont pas se créer à cause de ton critère qui est de maximiser la rigidité. Très bien. Donc ici, si tu prends des initialisations avec moins de trous que ça, tu ne vas pas obtenir ça, c'est sûr. Okay ? Donc là, il y a plein de minima locaux liés à l'initialisation. En 3D, c'est beaucoup moins vrai. D'accord ? Donc en fait... si tu veux, on pourrait s'amuser en 2D à changer les initialisations, c'est pas super représentatif. Il faudrait vraiment le faire en 3D, et du coup, on l'a pas vraiment fait, parce que ça coûte plus cher. Donc c'est une excellente question, mais on l'a pas vraiment fait. Encore une question? On l'a fait en 2D, mais si tu veux, c'est débile. Enfin, si je puis dire, il faut le faire une fois, puis maintenant tu sais. Oui, et Grégoire, au tout début, tu as présenté un algorithme en 2 étapes. Il est toujours convergent au tout début. Oh là oui, alors on converge toujours vers un minimum local, oui, ça c'est sûr, hein, ça converge toujours, parce que c'est justement c'est une méthode de gradient, donc tout début, ouais, hop. Je crois que c'était... Oui. C'est peut-être après ça quand même, non? Je ne sais plus, attends, je regarde. Non, c'est après ça quand même. C'est ça? Si, oui. Oui, oui. Donc là, non, oui, c'est parce que c'est une méthode de gradient. Donc, en fait, tu vas... la dérivée, c'est la vitesse avec laquelle tu bouges. Donc, tant que la dérivée n'est pas nulle, tu bouges. Donc, c'est-à-dire que tu n'as pas convergé. Et donc, en fait, ça s'arrête quand la dérivée s'annule. Et ça peut être un minimum local, évidemment. Mais c'est toujours convergent, enfin, en pratique. Alors, tiens, justement, c'est une excellente question. On va croire qu'on est des complices, mais je voudrais vous montrer un dessin pour vous expliquer que c'est quand même une amélioration assez nette par rapport à l'optimisation géométrique pure. Ça, c'est un très joli dessin que je fais en TP avec mes étudiants. C'est de l'optimisation géométrique. Vous voyez, là, il y a un maillage de la structure sol. D'accord ? Donc, j'ai choisi une topologie initiale. Il y a un certain nombre de trous. Vous avez vu la forme des trous qui étaient ronds au départ. Ça initialise, ça ressemble à nouveau à une console avec des barres. Hein, c'est super. Mais celui-là, il ne converge pas. C'est-à-dire qu'il n'arrive pas à un endroit où la dérivée est nulle, parce que vous voyez, il y a une barre ici qui est super fine, qu'en fait, il a envie de supprimer, elle ne sert à rien. Alors, il y a une obstruction mathématique, parce que là, on change de topologie, ça, c'est de la géométrie, mais il y a aussi une obstruction numérique, c'est que vous avez un maillage à chaque nouvelle forme, et puis là, à un moment, FreeFM, il dit stop, il n'arrive plus à mailler, parce que c'est tellement fin qu'il ne peut pas mailler. D'accord ? Donc, mais ça, c'est FreeFM ou n'importe qui, personne n'y arriverait. Donc là, voilà un exemple. En géométrique, ça arrive très très souvent que les calculs s'arrêtent, non pas parce qu'ils ont convergé même vers un minimum local, mais parce qu'il y a des obstructions du style, là, il y a un truc très fin, je ne sais plus mailler. Ben, en fait, on a envie de changer la topologie. Donc la topologie, c'est super important. Voilà, j'aurais dû commencer par ça. Et en 3D, tu as le même genre de phénomène, ouais. Des questions? Bien. Eh bien, on va remercier à nouveau Grégoire. Merci.